Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence à ce séminaire à distance. Nous allons patienter quelques minutes le temps que les différentes personnes se connectent sur le portail. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre web séminaire sur la facture électronique. Je me présente, je suis Patrick Chamla, le PDG d'Excel. Certains d'entre vous me connaissent, bien sûr. Je veux d'abord commencer par vous remercier pour votre présence matinale à ce séminaire qui va durer sur un format réduit de maximum 45 minutes. De quoi allons-nous parler ce matin? Bien sûr, le sujet principal, c'est la facturation électronique. La facturation électronique obligatoire pour tous. Moi, je tenais à prendre la parole, je le fais rarement pour ces web-séminaires, mais vous alerter sur l'importance de ce sujet. C'est un projet qui va durer sur 3 ans. Il est aussi important que l'euro, pour ceux qui s'en souviennent, ou la DSN pour la paye. C'est un sujet qui va impacter l'ensemble des logiciels que l'on propose, à savoir le logiciel de comptabilité, le logiciel de gestion commerciale, les logiciels de caisse. Et vous verrez qu'il est important de mettre dès à présent un référent, c'est-à-dire une personne responsable de ce projet au sein de vos entreprises. L'objectif étant de commencer dès maintenant à renseigner vos zones clients fournisseurs avec des informations obligatoires telles que le numéro SIRET et le numéro de TVA intracommunautaire. Afin d'aborder ce vaste sujet, nous serons accompagnés ce matin de Grégory Mignon, qui est consultant chez Use, qui nous parlera de ce sujet de la dématérialisation. Bonjour Grégory, est-ce que tu me reçois? Bonjour Patrick, voilà, je te tendrai vraiment mon micro. Oui, parfait, je te reçois 5 sur 5, pas de souci. Merci. Donc, avant de commencer, une petite règle à tous pour le déroulement de cette session. Vos micros sont bien sûr coupés. Vous avez accès pour vos questions. C'est l'objectif de ce séminaire, c'est qu'il soit interactif. Il sera disponible, bien sûr, comme je l'ai dit en introduction, en replay. Vous le recevrez automatiquement. Donc, il suffit de cliquer sur le point d'interrogation et de poser des questions euh, dans le chat. Et bien sûr, à la fin de ce séminaire, nous répondrons soit directement sur ce séminaire, soit sous forme de mail. L'ensemble de l'équipe commerciale et moi-même serons à votre service, et Grégory, qui est, euh, qui est notre partenaire pour cette opération. Je voulais juste conclure pour dire qu'on a choisi Use aussi, c'est important parce que c'est une entreprise locale qui est proche de Marseille, qui est à Nîmes. Il y a d'autres partenaires possibles avec lesquels GXL a commencé à travailler, mais je tenais aussi à vous présenter Use qui, est- qui a commencé à naître chez nos clients. Certains d'entre vous l'utilisent déjà et l'important c'est d'expliquer ce que c'est cet outil. Donc en introduction, je voulais vous rappeler aussi que cette plateforme qui arrive sera disponible dans les logiciels Sage dès la fin de l'année 2022. Vous aurez un format électronique qui s'appelle FactureX. On va expliquer un petit peu dans le séminaire ce que c'est ce format FactureX. Sage a annoncé officiellement qu'il ne sera pas PDP. Là encore, je suis désolé pour les acronymes, vous verrez que ça viendra très vite. Donc, ne sera pas plateforme de dématérialisation, mais vous permet de vous connecter à des plateformes pour dialoguer avec vos tiers, que ce soit clients ou fournisseurs. Et ce qui est important de retenir, c'est que dans l'ensemble de la gamme, je sais que certains d'entre vous ont d'autres produits que la ligne 100, peut-être la ligne 1000, peut-être X3, peut-être Batigest. Sage a choisi ce format unique, qui est le format Facture X, qui sera disponible donc gratuitement au travers d'une mise à jour. Donc, dans le slide suivant, je voudrais juste vous présenter aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai reçu ce matin, donc c'est encore frais, c'est en avant-première la trajectoire de Sage, et vous verrez que la notion de timing est importante, même si 2024, qui sera la date butoir, il faut s'y préparer de maintenant. Donc fin 2022, donc dans l'ensemble des logiciels Sage, j'en ai parlé tout à l'heure dans la slide précédente, c'est la possibilité d'avoir ce format de fichier. Euh, Attention, juste 2 secondes avant de donner la parole à Grégory. Courant 2023, vous aurez la connexion aux plateformes publiques. Donc le Chorus, on va en reparler encore, le Chorus que vous connaissez, certains d'entre vous. Donc il y aura un Chorus Pro qui sera disponible et avec la connexion à des annuaires, puisque l'objectif, et on en parlera tout à l'heure, c'est que l'ensemble de vos tiers soient référencés, aussi bien clients et fournisseurs, dans une sorte d'annuaire, un petit peu comme un annuaire téléphonique et qui vont vous permettre de dialoguer directement avec vos offres de logiciels de gestion. Dès la fin 2023, donc c'est important de ne pas attendre, et on verra encore les échéances,
vous aurez l'ouverture de plateformes de test et vous pourrez faire des connexions aussi avec des plateformes partenaires. On verra là encore l'intérêt de ces plateformes partenaires. Je sais que ces acronymes pour l'instant vous disent rien, mais vous verrez que ça va avec Grégory et bien sûr vous aurez aussi tout le dictionnaire de ces acronymes pour bien comprendre les possibilités d'accéder à des plateformes gratuites ou des plateformes payantes. Et tout l'intérêt déjà maintenant, c'est de comprendre quel est l'intérêt de ces plateformes payantes. Évidemment, s'il y a un coût, c'est qu'il y a des avantages. Et Grégory va essayer de vous expliquer les avantages. L'objectif étant, enfin, et vous l'avez bien compris, c'est la date butoir. Et une date butoir, c'est important. Ça ne veut pas dire que c'est la date à laquelle vous devez être prêt. C'est la date maximum à laquelle vous devez être prêt. Donc, il faut se préparer dès maintenant. Vous avez à peu près 2 ans pour préparer cette date butoir, pour choisir les outils, parce qu'effectivement, Gexcel va vous conseiller des outils, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Nous, notre rôle, c'est vous les conseiller. Certains d'entre vous ont déjà utilisé ces produits, donc c'est intéressant parce que ces produits existent déjà, mais ils vont encore être mis à jour pour correspondre à la législation française. Et vous verrez que l'objectif, et ce que je voulais conclure, vous l'avez bien compris, l'objectif, c'est surtout de vous faire gagner du temps, parce qu'en ayant un outil commun de facture, c'est bien sûr de supprimer le papier et d'avoir un format unique d'échange de fichiers, un fichier informatique qui sera un PDF et un fichier XML. Tout ça, Grégory va vous l'expliquer mieux que moi. Et vous verrez qu'en final, l'objectif, ça sera de gagner du temps et donc de l'argent. Le coût d'un traitement de facture, on considère qu'il est à plus de 10 euros. Vous faites le calcul, le nombre de factures que vous faites par mois, aussi bien des flux entrants que des flux sortants. Vous verrez qu'en final, c'est un avantage pour l'État, bien sûr, qui va avoir un œil sur vos factures, mais l'avantage pour les clients, ça sera bien sûr de gagner du temps et donc de l'argent sur le traitement administratif de ces factures. Grégory, je suis désolé si j'étais un peu plus long que prévu, donc je te Non, laisse non, la parole et il vaut parle-nous de mieux la être solution. exhaustif, Voilà. pas de souci. Parle-nous de la solution Use et comment aborder dès maintenant le sujet de la dématérialisation des factures fournisseurs dans un premier temps. Parfait. Merci beaucoup pour cette introduction. Désolé, tout à l'heure, j'ai fait défiler la slide, effectivement, parce que je voulais mettre un petit pointeur laser qui existe d'habitude sur PowerPoint et que je ne retrouve pas. Donc, il doit y avoir une mise à jour. Je n'ai plus le petit laser, mais je pense que tout le monde a compris. J'ai essayé de suivre avec la souris pour expliquer les différents échelons qui sont très intéressants. C'est très bien résumé. Je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Mais effectivement, ici, on a déjà un résumé de ce qui va se passer sur ces 2 années à venir. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, ça démarre en 2024. Mais en réalité, ça va jusqu'à 2026. Donc, on a un peu plus de 3 ans, effectivement, pour se préparer à l'obligation d'émission. Mais il faudra être prêt à l'obligation de réception en milieu 2024, effectivement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour me présenter en quelques mots, je suis Grégory Mignon. Je suis consultant chez Use et expert en dématérialisation depuis 2016. J'anime régulièrement des webinaires publics, notamment sur nos démos produits ou sur les thématiques liées à la facturation électronique. Je forme régulièrement des cabinets d'expertise comptable puisqu'on a 2 éditions. On a la version entreprise qui sera effectivement celle dont vous auriez besoin sur la PDP que je vais vous présenter. Et on a la version pour les cabinets comptables qui font de la tenue de compte, donc vraiment 2 éditions, mais un cœur de métier qu'on connaît bien qui est le traitement comptable des documents. La gestion de projets de dématérialisation également des entreprises que j'accompagne et de nos partenaires comme aujourd'hui avec qui on a la chance de pouvoir faire ce séminaire. Et puis je crée régulièrement du contenu puisque quand vous êtes abonné à Use, vous avez l'opportunité de pouvoir suivre chaque début de mois gratuitement des sessions de formation continue, d'amélioration et de vous former aux nouvelles fonctionnalités de l'outil. Et ça, c'est inclus dans le plan d'abonnement. Pour me présenter, pour présenter Use, Patrick l'a déjà un petit peu fait sur l'emplacement géographique, je vais y revenir. On est né dans le cloud en 2010, en fait, on est né de la volonté de généraliser la dématérialisation, puisqu'à l'époque, elle s'adressait plutôt à des très grands groupes qui avaient des gros budgets, avec du temps devant eux pour le mettre en place. Il fallait qu'ils hébergent dans leurs locaux le serveur, le stockage, il fallait des équipes de développement, bref, c'était fastidieux, long et coûteux. En 2010, on est parti du postulat que le cloud était suffisamment mature pour pouvoir proposer la dématérialisation, non plus en on-premise, mais en cloud, c'est-à-dire sous forme d'abonnement, vous permettant de ne plus avoir à acheter le matériel, de ne plus avoir à l'héberger, à le maintenir, d'avoir un outil prêt à être utilisé, donc plus de développement avec des connecteurs natifs qui vont pouvoir se connecter avec un minimum de paramétrage, donc démarrer très rapidement. C'est un pari qui est aujourd'hui réussi puisqu'on a plus de 50% de croissance par an. On est basé effectivement précisément à Émargues, près de Nîmes, mais on a des bureaux également aux États-Unis, aux USA, à Texas précisément, où ça fonctionne plutôt bien. Mais je rappelle donc que la technologie est française, mais on a la chance de s'exporter à l'international aujourd'hui et en Europe sur des marchés espagnols qu'on ouvre, belges, suisses,
Luxembourg, l'Angleterre également est un marché qu'on ouvre, et puis tous les marchés francophones également que l'on peut adresser. Aujourd'hui, si je fais un arrêt sur image, on est présent à travers nos 4000 clients sur plus de 30 pays. C'est 100 000 entreprises présentes dans la solution entre la version expert et la version business, 200 000 utilisateurs et ces 100 millions de documents traités aujourd'hui, ça vous montre la puissance de l'algorithme et le nombre de documents qu'on a pu traiter jusqu'à maintenant. Pour aboutir à un algorithme de détection, de reconnaissance et de traitement automatisé des documents, ça a nécessité, si on met bout à bout, plus de 1000 années-hommes en R&D. On a notre propre équipe de R&D, ce sont nos propres technologies que l'on développe et pour ça, on réinvestit 25% de notre chiffre d'affaires en R&D. C'est le plus gros réinvestissement en Europe sur ce secteur d'activité. Évidemment, notre focus, c'est l'automatisation du traitement des documents et ça tombe complètement dans le sens de la facturation électronique et on va voir pourquoi. Ici, vous voyez quelques références de comptes qui nous font confiance. Vous voyez différents secteurs d'activité, Deezer dans la musique, Gameloft dans les jeux vidéo, l'alimentation avec Five Guys et les hamburgers. Vous voyez Mazar, du coup, également un grand cabinet d'expertise, KPMG, Marriott dans l'hôtellerie. Bref, vous voyez qu'il y a plein de secteurs d'activité différents. J'ai slidé sans vouloir le faire exprès. Donc, plein de secteurs d'activité différents. L'idée, c'est quoi? C'est que toutes ces sociétés, alors on voit des grands noms évidemment, mais c'est pas parce que You s'adresse qu'à des grands comptes, pas du tout, s'adresse autant aux petites entreprises qu'aux grandes entreprises, simplement que c'est des noms qui vous parlent et que ce que vous allez remarquer, c'est que quel que soit le secteur d'activité, en fait, le point commun à toutes ces structures, c'est de pouvoir recentraliser l'information, c'est-à-dire pouvoir recollecter les factures au même endroit, dans un endroit unique, pour être traité très rapidement et avoir un suivi temps réel de ce qui se passe en termes de traitement. Voilà. Et l'idée, c'est de gagner évidemment du temps et de baisser les coûts. Comme l'a dit Patrick, traiter un document manuel, c'est cher. On y reviendra sur les avantages également de la facturation électronique. Le coût d'un traitement numérique est divisé en général de 5 à 10. Donc, c'est vraiment phénoménal en termes de cas. L'agenda justement que je vous propose pour découvrir tout ça ce matin, c'est de faire un petit état des lieux de ce qui va être demandé d'un point de vue réglementaire actuellement sur la facturation électronique et à venir par l'évolution déclenchée par l'article 153 de la fameuse loi Finance 2020 qui est le moteur de tout ce qui va se passer. Et puis, on verra comment Use évolue dans son offre pour pouvoir vous accompagner sur cette fameuse facturation électronique avec les outils adaptés au traitement de ces nouveaux flux. Alors, l'état des lieux, des exigences réglementaires actuelles et puis à venir, on fera une transition. Donc, on va voir effectivement ici sur une petite timeline, un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc, en 2006, il y a eu une directive européenne de 2006 qui est restée un peu lettre morte. On n'en a pas trop entendu parler réellement en application. Sur le système commun de TVA, ça a été modifié 21 fois, notamment en 2010, pour le sujet de la facturation électronique. Donc, vous voyez qu'on vient de loin. Il y a à peu près quasiment presque 20 ans entre le moment où on l'a décidé et le moment où on va l'appliquer définitivement en obligation d'émission. Donc, pour dire que le calendrier ne bougera certainement plus, il a déjà énormément bougé, vous allez le voir à travers la timeline. En 2014, il y a eu l'ordonnance du 26 juin 2014. C'était l'obligation pour les fournisseurs, et ça l'est toujours, qui travaillent avec le secteur public, de facturer électroniquement. Et ça a été mis en place au 1er janvier 2017 avec un calendrier qui était un petit peu comme ce qu'on va vivre sur le secteur privé, selon la taille de l'entreprise. Donc, si vous travaillez avec l'administration, il fallait soit envoyer le flux de manière électronique comme l'administration l'attendait, soit vous connecter sur le portail de Chorus. Donc, peut-être certains d'entre vous qui travaillent avec l'administration le faites déjà. Donc, c'est le fameux portail Chorus sur lequel on peut déposer une facture au bon format ou directement la saisir. Si on a un petit artisan qu'on n'a pas les outils qu'il faut, on peut saisir sa facture. En 2015, il y a eu l'article 222 de la loi 2015-990, c'était la loi dite Macron, qui obligeait donc toute entreprise à accepter une facture électronique. C'est-à-dire que on ne pouvait pas refuser, si un fournisseur envoyait en électronique, on ne pouvait pas refuser de demander une facture papier. Mais cet article est resté lettre morte parce qu'il n'y a jamais eu d'ordonnance d'application qui a été prise. Donc du coup, il n'y avait pas d'obligation, c'est-à-dire que si le fournisseur envoyait le document papier, donc il était en droit électronique, il était en droit de le faire, le client était en droit, lui, de le demander qu'il y ait une facture papier qui soit malgré tout émise. Et ça, on ne pouvait rien y faire. Donc, le fournisseur ne pouvait rien y faire. Il était obligé d'envoyer en papier malgré tout. Donc ça, c'était un petit peu lettre morte. En 2016, il y a eu le décret 2016-1673 qui était en application de l'article 1379 du Code civil qui permet de donner à l'original papier la même force probante
donc de le mettre au stade de copie fiable à partir du moment où vous avez certains prérequis techniques qui sont respectés. Donc ces prérequis techniques, ils ont été encadrés le 22 mars 2017 par la réalisation de copies fiables sous un certain nombre de contraintes techniques qui sont que le document doit être signé, que s'il n'est pas signé, que c'est un document papier, il doit être scanné en 300 dpi couleur, il doit être verrouillé avec un cachet et il doit être ensuite archivé sur un serveur d'archivage légal. Donc ça, c'est encore vrai aujourd'hui. D'ailleurs, Use propose un module qui s'appelle Use Protect et qui permet sur des documents simples, scannés papier à l'origine ou documents PDF non signés par vos fournisseurs, de mettre en place tout ce qui convient en termes techniques pour donner la valeur probante à ce document et pouvoir décider de vous séparer de l'original. Donc c'est pratique parce que ça limite l'archivage et puis si jamais vous perdez la facture, vous avez la même valeur probante en cas de litige avec l'électronique. Et puis en 2020 est arrivé l'article 153 de la loi finance qui va obliger donc toutes les entreprises assujetties à la TVA de facturer électroniquement à partir initialement, et le calendrier a bougé, du 1er janvier 2023 et à l'époque c'était au plus tard le 1er janvier 2025. Devant les contraintes technologiques que ça a nécessité vis-à-vis de tous les acteurs, l'État a décidé de repousser le calendrier à milieu 2024 avec une obligation en 2026, 1er janvier 2026 pour toutes les entreprises. Donc c'est l'article 195 de la loi finance pour 2021 qui donc autorise le gouvernement à prendre les mesures par voie d'ordonnance. C'est ce qui a été fait avec l'ordonnance 2021-1190 du 15 septembre 2021 qui donc précise, et on va le voir dans les slides d'après, les modalités et le calendrier qui s'étale donc du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026. Donc obligation dans un premier temps, réception dans un premier temps des factures électroniques et obligation dans un second temps au 1er janvier 2026 pour tous. Donc on va voir qui est concerné au début 2024. Donc, quelles vont être les évolutions qui sont déclenchées par ce fameux article 153 de la loi finance 2020. Donc, les deux obligations dont je parlais, obligation de réception dans un premier temps des factures électroniques pour toutes les entreprises. Donc ça, c'est soumis à l'accord de l'UE, c'est-à-dire que l'Union européenne doit donner son accord pour que la France puisse appliquer cette obligation de réception à toute taille d'entreprise. Logiquement, ça ne devrait pas il ne devrait pas y avoir de problématique à ce que ce soit accepté puisque l'Union européenne elle-même met en place dans les autres pays, que ce soit l'Italie, l'Espagne à venir, la Belgique, la Suisse, mettent en place des facturations électroniques également de leur côté. Donc ça, on n'a pas trop de doute là-dessus. Donc ça veut dire qu'au 1er juillet 2024, tout le monde devra être en mesure de réceptionner un flux électronique dans le format attendu par l'administration, qui est le format Facturix, et j'y reviendrai, ou des formats EDI type UBL2 ou CI. L'obligation d'émission des factures électroniques se fait donc dans un deuxième temps. Malheureusement, si vous êtes une grande entreprise, c'est en juillet 2024. Sinon, vous avez un petit peu de temps. Si vous êtes une ETI, vous aurez l'obligation d'émettre à partir du 1er janvier 2025. Et si vous êtes une PME, une TPE ou une micro-entreprise, ce sera seulement entre guillemets, à partir du 1er janvier 2026. Je dis seulement parce qu'on sait que ça défile vite, surtout quand vous avez d'autres obligations qui sont votre cœur de métier et faire augmenter votre business. Donc ça, on va quand même malgré tout y arriver vite. Alors on peut quand même voir que dans les objectifs de la réforme, il y a évidemment des objectifs qui sont des intérêts d'État, mais il y a aussi des objectifs qui sont plutôt positifs pour les entreprises. On va voir pourquoi. L'objectif de la réforme numéro 1, évidemment, c'est de lutter contre la fraude à la TVA et donc de renforcer cette prévention et récupérer des milliards qui sont non récupérés par l'État actuellement. On a une évasion effectivement de cette fiscalité. Donc ça, évidemment, c'est le point numéro 1. Mais dans cette réforme, si vous savez vous adapter à ce côté disruptif, vous allez pouvoir en retirer plusieurs intérêts. L'intérêt principal, c'est que vous allez pouvoir, comme le disait Patrick, diminuer vos coûts. Alors diminuer notamment les coûts déclaratifs et faciliter les déclarations parce qu'il va y avoir un pré-remplissage. Donc on va sortir de ces périodes stressantes de clôture de TVA où les services comptables en général s'arrachent les cheveux et finissent comme moi par ne plus en avoir parce que on est toujours avec des factures qui manquent, on est toujours avec des chiffres qui ne sont pas équilibrés, etc. Donc là, comme tout va se faire au fur et à mesure et que l'État va contrôler côté client et côté fournisseur que ce soit équilibré, synchronisé, il ne devrait plus y avoir d'erreur. Et
le remplissage va se faire au fur et à mesure, donc il n'y aura plus de factures oubliées puisqu'il n'y aura plus besoin de faire passer les factures au service compta, l'État va les avoir directement. Donc ça va permettre le pré-remplissage comme on le connaît aujourd'hui sur l'impôt sur le revenu qui est récupéré à la source. Donc ça, c'est un premier point. Je dirais que c'est un facilitateur pour les services comptables et une amélioration de la déclaration et de la fluidité de cette déclaration. Ensuite, c'est une réduction des coûts qui va vous permettre une amélioration également de la compétitivité parce que traiter une facture électronique, c'est beaucoup moins cher que de traiter une facture papier. Il n'y a pas le temps salarial humain à ouvrir l'enveloppe, à réattribuer vers la bonne personne, à envoyer au service comptable, qu'elle soit enregistrée, envoyée vers le valideur. Donc, tout ce temps-là, c'est du temps humain. Que ce soit ensuite envoyé au paiement, que ce soit réalisé au niveau du paiement, puis archivé, donc avec une zone d'archivage qui coûte aussi de l'argent quand c'est des factures papier. Donc tout ça, ça va logiquement disparaître. Les coûts vont être réduits parce que le temps humain en traitement va être réduit, parce qu'il n'y aura pas d'archivage sur une plateforme de stockage papier. Et donc, ça va permettre une compétitivité en diminuant les coûts liés à ce traitement comptable. Ça va permettre de l'investir ailleurs. On va également, alors ça c'est plutôt côté État, ça va permettre à l'État d'améliorer la connaissance également de l'activité économique puisque au temps réel, on va savoir quels sont les secteurs d'activité qui se portent le mieux. Il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup d'achats dans ce secteur d'activité et ceux qui se portent moins bien. Là, ça marche moins bien, c'est moins dynamique. Les fournisseurs ne sont pas forcément payés dans les temps. Donc, ça peut permettre également de voir les relations clients-fournisseurs sur certaines typologies de fournisseurs ou de clients, et puis essayer de recalibrer ça pour que, il y ait une meilleure tension entre clients et fournisseurs, parce que ce qui se passe également, c'est qu'il y a beaucoup de fournisseurs aujourd'hui qui sont payés en retard, et c'est encore plus vrai avec la période de Covid qu'on a connue, parce que ça a fragilisé de nombreuses entreprises. Et ce que veut l'État également, c'est que les fournisseurs n'aient pas de tension de trésorerie trop forte qui les pousserait à déposer le bilan. Donc l'idée, c'est d'avoir des trésoreries saines, des relations saines, pour que autant le client que le fournisseur puissent être compétitifs et puissent être viables dans le temps. Donc, réduction des coûts de traitement de facture, ça, c'est les bénéfices que vous pouvez en attendre. Et puis, réduction des litiges liés au délai de paiement avec une meilleure traçabilité de facture. Vous allez pouvoir payer dans les temps parce que vous n'allez pas manquer de facture et le fournisseur va pouvoir être également payé dans les temps. Donc, c'est un win-win à ce niveau-là. Donc, si on fait un petit point sur les concepts clés, sur ce qui va être attendu vis-à-vis du rapport de la DGFiP qui a été publié en octobre 2020, on a les orientations suivantes qui ont été données, normalement qui sont à peu près validées. En tout cas, invoicing et reporting, c'est validé, c'est simplement les modalités à l'intérieur qui ne sont pas complètement encore, qui ne sont pas tout à fait finalisées. Mais il va y avoir deux dispositifs qui vont fonctionner en parallèle. Ça va être le e-invoicing, et on va revenir en détail dessus, et le e-reporting, et on le verra dans un petit tableau à part, quelle est la différence entre ces deux natures de flux. Mais il va exister deux natures de flux dans le traitement de cette TVA. Donc, le principe de la transmission, c'est d'envoyer tout cela à l'administration fiscale sous forme dématérialisée, et vous allez envoyer certaines données de facturation et de paiement. D'accord? Donc, on va envoyer ce que l'on facture côté fournisseur, et vous, côté client, vous allez envoyer ce que vous payez et quel est le statut de la facture au moment de son traitement. Il va y avoir évidemment des formats génériques qui vont monter en puissance, Facture X, UBL 2.1, le C2, qui sont des formats qui sont adoptés aujourd'hui. En tout cas, le Facture X, c'est le format qui a été à l'unanimité adopté, l'UBL 2.1 également. Il y a d'autres formats qui sont en cours de validation par l'administration. Le troisième point, c'est qu'on va voir effectivement apparaître deux socles. Donc, c'est les plateformes de dématérialisation partenaires, le fameux PDP dont parlait Patrick en introduction. PDP, donc retenez que c'est plateforme de dématérialisation partenaire, c'est pas évident à dire en plus, c'est assez grand. Donc, ce sont des plateformes qui sont immatriculées auprès de l'État et qui vont jouer le rôle de relais entre l'émission et la réception de factures. Je vais vous l'illustrer à travers un schéma dans 2 slides et vous allez mieux comprendre de quoi on parle. Et puis, il y aura le portail public de facturation. Donc, le portail public de facturation, c'est le PPF. Donc, ça, c'est le portail de l'administration publique, gouvernementale, qui, lui, va récupérer toutes les informations, qu'elles soient déposées par le relais PDP ou qu'elles soient déposées par le client directement, comme un peu aujourd'hui sur Chorus, et qui va le transmettre à l'administration.
D'accord? Donc, si on fait une transposition, effectivement, c'est l'équivalent de Chorus Pro dans les échanges qu'on connaît aujourd'hui B2G, donc c'est-à-dire du privé au secteur public, qui va être transposé au B2B. Donc, ces deux flux, le e-invoicing, qu'est-ce qu'il concerne? Il va concerner les transactions donc B2B en France, donc entre entreprises. Il va imposer un flux double, c'est-à-dire à la fois vers le client et à la fois vers l'administration fiscale. Donc, c'est-à-dire que quand je vais envoyer une facture si je suis fournisseur, il faudra que je l'envoie à l'administration fiscale et que dans le même temps, le client puisse la récupérer. D'accord? Donc, c'est à ça que sert le PPF, c'est-à-dire que le PPF reçoit la facture et la tient à disposition du client. Et vous allez voir, la PDP, elle permet de faire le relais. Elle peut récupérer la facture depuis le RP, Sage, le déposer sur le PPF. Et côté client, s'il a également une PDP, la PDP récupère automatiquement toutes ces factures et il peut les traiter automatiquement dans son outil. Donc, Use va faire ce relais. La fréquence de flux à la facture, c'est-à-dire qu'il faudra émettre le flux vers l'administration dès lors que vous émettez la facture au client. Donc, ça devrait être synchrone. Ensuite, on a un flux de e-reporting qui est un flux asynchrone qui va concerner toutes les transactions qui ne sont pas couvertes par l'invoicing, c'est-à-dire tout le reste, les transactions B2C, donc avec les clients particuliers, notamment à travers le système de caisse, le fameux ticket Z, et les transactions B2C associées à une facture, les livraisons et acquisitions intracommunautaires, l'encaissement des prestations de services, les transactions B2B à l'international. Le flux est unique. Donc là, c'est uniquement vous qui envoyez un report vers l'administration fiscale sans transmission parallèle à l'acheteur, puisque vous êtes avec des fournisseurs ou des clients étrangers qui ne sont pas soumis à la loi française. Donc, ils n'ont aucune obligation d'émettre un flux retour. Donc, et vous n'avez aucune obligation d'émettre la facture en flux électronique puisque le fournisseur n'est pas forcément équipé pour aller récupérer la facture sur le portail public de facturation France et on n'a pas cette obligation-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle de flux unique, contrairement à l'invoicing qui engage à la fois le fournisseur et le client. La fréquence de flux, elle est en cours de définition par la DGFiP, en cours de finalisation plutôt, puisqu'on parlait de 4 jours, 7 jours, 10 jours, donc c'est en train d'être plus ou moins validé ou remis en cause, réévalué en tout cas. Et donc, on pourra vous donner un peu plus de détails sur des prochains séminaires au fur et à mesure que ça se dessine. Donc, le dispositif e-invoicing, si on le schématise, je suis fournisseur, j'ai besoin d'envoyer une facture. Donc, je peux, dans ce cas-là, utiliser la plateforme de dématérialisation partenaire, d'accord? Donc, j'envoie ma facture dans la PDP, donc Use notamment, qui sera immatriculée. Use va contrôler que toutes les mentions légales soient bien comprises dans la facture, transmettre, gérer les statuts, j'ai reçu le paiement, j'informe l'administration, et déclarer donc la TVA et les différentes notions liées à la facture. D'accord? Donc ça, c'est dans le cadre de l'émission de possibilités. J'envoie dans le bon format, Use retransmet au portail public de facturation après ses contrôles. Je ne suis pas dans le bon format, eh bien Use à ce moment-là va remettre en forme dans le bon format. Il manque des éléments dans votre facture. Quand vous avez édité, il n'y avait pas tous les éléments. Use va à ce moment-là rejeter la facture et vous demander de compléter avec les éléments manquants pour que, quand ça arrive sur le portail public de facturation, ce ne soit pas refusé. L'idée de la PDP, comme elle est immatriculée, c'est de n'envoyer que des éléments qui sont bien conformes à ce que demande le portail public de facturation. Donc pour ça, il y a un annuaire, c'est-à-dire que le sirène du fournisseur est enregistré dans la PDP et la PDP est enregistrée sur le portail public de facturation. L'intérêt, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas obligé vous-même de vous enregistrer sur l'annuaire du PPF. La plateforme pourra le faire pour vous et vous simplifie les démarches d'enregistrement. Évidemment, le portail public de facturation, ce n'est pas l'administration, c'est juste un portail tampon. Et ce portail de la public va transmettre ensuite toutes les données à l'administration, les données de facture et les données de paiement. De l'autre côté, le client, l'acheteur peut également utiliser une PDP, donc peut très bien utiliser Use également. De cette manière-là, au lieu, lui, d'aller se connecter sur portail public de facturation, récupère à sa disposition directement sur son portail, Use, toutes les factures à traiter. Et donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas besoin de se connecter sur le portail public, de récupérer une à une les factures à chaque fois qu'il y en a disponible. Ça voudrait dire qu'il faudrait se connecter plusieurs fois par jour ou très régulièrement pour avoir toutes ces factures un peu à la façon d'une boîte aux lettres.
Alors que là, vous avez quelqu'un, comme si vous aviez un service courrier, qui les récupère automatiquement, qui vous les redirige. Et vous, quand vous connectez, le service compta de votre société, lorsqu'elle va se connecter, elle aura toutes les factures à traiter sur un tableau de bord, elle les comptabilisera. Une fois qu'elle les comptabilisera, ça partira chez un valideur. Ce valideur, à ce moment-là, dira s'il traite la facture en paiement, s'il la met en litige. Ces statuts depuis Use pourront être transmis au portail public de facturation. Vous n'aurez pas besoin de vous connecter pour changer le statut sur la facture concernée dans le PPF. Vous pourrez le faire dans votre outil Use et c'est Use qui se chargera en tant que PDP de transmettre ces informations au portail public de facturation. Ça veut dire que vous n'aurez qu'un logiciel à utiliser, un outil, c'est même pas un logiciel, c'est un outil puisqu'il est en cloud, vous n'avez rien à installer et tout ça va être transmis directement à l'administration sans que vous n'ayez rien, vous, à faire, pas de connexion à réaliser ou de flux à transmettre. L'outil s'occupe de tout. Donc, l'utilité derrière tout ça, c'est un gain de temps, évidemment, et c'est une simplification du traitement des factures et des statuts. Bien entendu, hop, si vous le voulez, vous pouvez utiliser votre outil Sage, comme on l'a vu tout à l'heure, qui émettra au format FactureX, d'accord? Donc, ça veut dire que vous pourrez tout à fait interconnecter Sage avec Use, c'est-à-dire que vous, en tant que fournisseur, par exemple, si vous émettez des factures, eh bien, la facture sera émise par Sage, ici, entre le fournisseur et la plateforme. Sage enverra la facture à Use. Use, décidément, Use contrôlera que tout soit OK. Il ne devrait pas y avoir de problématique là-dessus puisque Sage mettra en place un format facturé qui devrait tout contenir en termes de mention et l'enverra au portail public de facturation. D'accord? L'idée, c'est que Use joue le rôle que Sage ne pourra pas faire en tant que PDP. D'accord? Donc, Sage aura les moyens techniques d'élaborer la facture dans mon format et Use de transmettre au portail public de facturation sans que vous ayez à le faire et que vous ayez des connexions intempestives pour déposer vos factures. Voilà, et là, vous voyez l'opérateur ici, ça aurait pu être Sage qui envoie directement en PPF, mais qui, effectivement, ne sera pas PDP à ce niveau-là. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées sur le chat. Je regarde si elles sont en rapport avec ce que je suis en train de vous présenter, sinon je les garderai pour la fin. Voilà, vous avez demandé, Aurélie, ça va quand même dans le sens de ce que je suis en train de présenter. Donc, si je reviens sur la slide où je parlais de contrôle avant transmission, vous demandiez, Aurélie, s'il existe un module qui permet de vérifier les mentions légales dans les fiches clients. Donc, oui, effectivement, la PDP jouera ce rôle-là. C'est-à-dire que nous, on vérifiera à chaque fois qu'il y ait bien le sirène sur la fiche client et qu'il y ait bien le sirène sur votre fiche fournisseur quand vous envoyez les factures. Donc ça, c'est quelque chose de très important et qui est demandé. Aurélie, vous anticipez déjà les pannes et vous dites si le portail est en panne ou si le client me demande la facture par email, est-ce que je peux envoyer la facture en PDF? Non. Non, il faudra que le client récupère obligatoirement sa facture sur le portail public de facturation. Alors, d'un point de vue technique, c'est interconnecté avec la PDP, avec le portail. Donc, normalement, c'est-à-dire que la facture est envoyée à la PDP. Après, d'un point de vue réaliste, rien ne vous empêche d'imprimer en PDF ou d'éditer en PDF votre facture et de l'envoyer par mail à votre acheteur. Mais ça n'a pas de sens parce que votre acheteur devra transmettre les statuts à l'administration. Donc, vous serez hors périmètre de déclaration de TVA en temps réel comme c'est demandé. Donc, non, il faudra simplement attendre que le portail soit plus en panne. Mais s'il y a une panne sur le portail public de facturation, ça risque de poser problème parce que on parle de milliards de transactions. Alors, peut-être pas sur le même jour, mais ce sera peut-être des milliers, voire des millions. Donc, je pense qu'en termes de technologie, il y a des redondances, il y a pas mal de sécurité qui sont mises en place. Par exemple, chez Use, le délai de disponibilité des plateformes, c'est entre 97 et 99% d'accessibilité en termes de temps. Donc, je pense que l'administration sera sur ces mêmes créneaux, ne peut pas se permettre une panne qui dure trop longtemps. Et en général, les maintenances se font la nuit, donc elles n'impactent pas normalement. Aurélie, vous demandez s'il existe d'autres produits que Use. Est-ce que Sage ne sort pas de module directement? Donc, d'après ce qu'on comprend avec Patrick, Sage ne sort pas de module, c'est-à-dire qu'il ne sera pas PDP, donc il ne sera pas interconnectable au sens de la plateforme immatriculée par l'État. Et il existe d'autres produits que Use, évidemment. Vous n'êtes pas fermé à Use. Moi, je vous propose Use aujourd'hui parce que je suis de Use, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Mais nous, on est sûr de notre solution. C'est une solution qu'on vend régulièrement. On a de très bons retours, évidemment. C'est pour ça qu'on a été sélectionné également par Gexcel pour vous la présenter ce matin. Vous avez le choix de votre solution, bien entendu. Mais l'idée, c'est de vous démontrer l'intérêt de Use. Et je vais vous montrer dans un schéma de tout ce que vous apporte Use en plus qu'une simple PDP. Et vous pourrez demander à l'issue de cette présentation une démonstration si vous le souhaitez et on pourra vous faire un démo privé de l'outil. Vous serez recontacté, je pense, de toute façon par Gexcel et on pourra vous expliquer plus en détail, voire même avec vos équipes, vous présenter tout ce que vous pouvez faire avec un outil comme Use.
Et justement, Cyril, ça m'amène à une transition. Quid du circuit de validation de la facture et quid de la ventilation, je vais y arriver, analytique. Je vais vous l'expliquer. Justement, c'est des choses, des fonctionnalités que Use va vous apporter également. Donc, on a parlé du invoicing. Je fais juste une petite parenthèse avec le e-reporting, mais qui va aller vite puisque vous avez compris le principe de fonctionnement. Le e-reporting, c'est la même chose, sauf que ça ne s'applique pas sur le même périmètre. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je suis vendeur en France avec des autres entreprises à l'international ou avec des clients particuliers, je ferai du reporting à travers mon logiciel de caisse et si j'émets des factures, je comptabiliserai ces factures à travers l'outil qui enverra un report, un rapport selon la définition de délai qu'on aura de l'administration. Si je suis acheteur de choses à l'international, je fais des transactions avec une autre entreprise qui est située à l'étranger, ou je fais des acquisitions intracommunautaires et internationales hors import de biens, eh bien, je suis à ce moment-là également dans les reporting, c'est-à-dire que j'envoie un rapport sous 4, 7, 10 jours selon le temps qui sera défini par l'administration. Et j'envoie donc ce rapport avec ce que j'ai réalisé en tant qu'achat ou en tant que vente. Et j'émettrai ensuite un rapport avec les statuts également. Dans ce rapport, il y aura les statuts. Est-ce que j'ai payé mon fournisseur? Est-ce que je suis en attente de paiement? Est-ce que c'est en litige ou pas? Voilà, tout simplement. Donc, ce sera tout ce qui est données de transaction de facturation et tout ce qui est données d'encaissement. Le plomb était vraiment la slide précédente. Ce que va vous apporter Use, voilà, c'est pour la fameuse transition, hein, Cyril. Donc, Use n'est pas un simple outil de PDP. Initialement, Use, c'est un outil qui va permettre de dématérialiser initialement tout le processus P2P, depuis la demande d'achat jusqu'au paiement de la facture. Comment ça se passe? Je vais réaliser mes achats. Alors, soit j'ai déjà un outil métier, et auquel cas, Use récupère les commandes qui sont issues de votre outil, ce qui permettra le rapprochement facture sur commande dans Use et d'avoir un circuit de validation. Soit je n'en ai pas, ou je n'ai pas d'outil pour les frais généraux, c'est un outil d'approvisionnement, quel cas je peux mixer. Je peux gérer à ce moment-là des demandes d'achat dans Use. Je peux créer une demande d'achat, l'envoyer dans un circuit de validation. Une fois que j'ai l'accord pour ma demande d'achat, Use génère un bon de commande. Ce bon de commande est envoyé directement au fournisseur et je peux gérer ensuite la réception pour être sûr que je reçois bien ce que j'ai commandé et tout ça à travers des circuits de validation. Use va pouvoir capturer tout type de document, quel que soit le canal. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on capture tout type de flux, par email, par dépôt sur la zone de capture du portail, par collecte sur les espaces fournisseurs, à travers une photo prise par le téléphone portable, par scan, par dépôt SFTP, que ce soit des formats PDF, Facturix, UBL, CI, Edifact, JPEG, TIFF, bref, tous les formats, tous les canaux. C'est quoi l'intérêt? Aujourd'hui, il n'y a pas effectivement encore de mise en place et d'application de la loi. Donc jusqu'en 2024, vous allez recevoir tout type de documents. D'accord? Donc il faut pouvoir les traiter. Aujourd'hui, c'est ce qu'on sait très bien faire. Entre 2024 et 2026, vous allez recevoir des formats hybrides. C'est-à-dire que vous allez recevoir à la fois ce que demande l'administration, UBL, Facturix, CI, Edifact. On saura le traiter. C'est là où on vous dit que c'est important de vous équiper une solution comme Use à partir de 2024 parce que vous saurez gérer en réception ce que vous demande de faire l'administration. Et on pourra se connecter surtout sur le portail public de facturation pour récupérer ces factures dans ce format. Mais entre 2024 et 2026, vous aurez des ETI et des petites entreprises, peut-être comme vous, qui n'auraient pas l'obligation d'émettre. Donc, ce qui veut dire que vous recevrez à la fois des grands comptes, des factures à récupérer sur le PPF, mais aussi des autres types d'entreprises, des factures dans tout type de format. Ils pourront continuer à émettre en papier, il faudra scanner, ils pourront continuer à émettre en PDF simple non signé, en PDF signé, etc. Vous aurez encore des petits tickets lorsque vous prendrez le payage ou lorsque vous irez au restaurant. Vous pourrez les prendre en photo avec le téléphone, mais il faudra continuer à traiter ces types de documents. Use sera en mesure de le faire. Vous pourrez fonctionner en mode hybride jusqu'en 2026, puis ensuite switcher en 2026 uniquement sur le modèle PDP. D'accord? Mais on saura intégrer du coup les deux, à la fois des PDP et à la fois traitement de documents standards. Quand on récupère des documents, on va appliquer une extraction automatique des données. Si c'est un document non électronique, eh bien on va lire, si c'est un papier scanné, tout le texte qui est dessus pour récupérer toutes les valeurs nécessaires à l'imputation comptable. On va imputer comptablement automatiquement, on va enregistrer la facture. Donc il y a bien sûr la possibilité de contrôler ce que Use a automatisé en tant que comptable. Si c'est des balises numériques, on récupère toutes les balises. On est même capable de rematérialiser la facture si c'est de l'EDI, parce que l'EDI, c'est juste un fichier numérique en fait. Il n'y a pas de facture. C'est que des balises avec slash le sirène, slash le montant, slash la TVA. Donc, c'est pas hyper fastidieux à lire. Donc, Use est capable de reconstruire la facture pour que ce soit plus lisible par l'œil humain. Donc ça
ça peut être également pratique sur des formats complètement numériques. Donc, l'idée, c'est d'automatiser, évidemment, une fois qu'on a collecté l'enregistrement de la facture pour vous faire gagner du temps. Une fois que la facture est enregistrée, de l'envoyer dans un circuit de validation que vous allez pouvoir paramétrer dans l'outil, comme vous le souhaitez, en disant si c'est de l'informatique, ça va chez le responsable informatique, ça fait plus de 10 000 €, ça part au directeur technique, si c'est de la pub, ça part chez le marketing, etc. Donc tout ça, vous allez pouvoir créer des circuits de validation dans Use en fonction de critères comme l'analytique, le montant, l'organisation, le type d'achat, etc. Donc ça va permettre d'automatiser les circuits de validation jusqu'à 9 étapes de validation basées sur les critères de votre choix. C'est ce qu'on appelle la donne Dynamic Workflow. Vous allez pouvoir gérer les paiements, donc envoyer les bons à payer dans Sage, par exemple. Si vous n'êtes pas interconnecté avec la banque, entre Sage et la banque, vous pouvez générer un fichier CEPA depuis Use, donc il va réaliser un fichier avec tous les paiements à émettre et vous pouvez le déposer à la banque et en un fichier, vous avez les 15, 20, 30, 100 paiements qui vont pouvoir se réaliser à la date d'échange choisie. Et bien entendu, toute cette automatisation, on va générer des écritures et on va les exporter vers Sage avec la pièce associée. Dans ce traitement, vous pourrez mettre l'imputation comptable, mais vous pourrez mettre également l'analytique. Use va faire ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire qu'il va mémoriser votre compte de charge, il va mémoriser l'analytique liée à ce fournisseur, il va le reproposer automatiquement la fois d'après. Dans 80% des cas, vous n'aurez rien à changer parce que votre compte de charge et votre analytique ne varient pas. Si vous avez besoin de le changer, à la volée, vous pouvez bien entendu modifier le compte ou l'analytique ponctuellement. Vous n'êtes pas obligé de le redéfinir comme modèle et vous allez gagner dans 80% des cas. Vous allez vous économiser la saisie puisque tout va être pré-rempli automatiquement et vous n'aurez plus qu'à, si vous le souhaitez, visualiser, contrôler la facture avant de l'envoyer en validation. C'est un réel gain de temps. Et donc, vous voyez, la validation, elle va être limitée à un clic. Au lieu de s'envoyer le document par email, vous allez simplement l'avoir dans le portail Use, vous connectez, vous recevez un email comme quoi il y a une facture à valider, vous connectez en tant que valideur, vous validez la facture, elle passe au payeur ou en paiement, suivant comment vous définissez votre circuit, et votre facture est traitée. Donc, en quelques clics, c'est traité. Il y a beaucoup de nos clients qui sont passés de 15, 20, 25 jours de traitement sur une facture standard classique à 1 jour de traitement, avec l'avantage de pouvoir savoir ce qui se passe, de l'archiver également, puisque vous allez avoir une GED où vous allez avoir vos documents qui sont disponibles pendant 6 ans minimum, c'est l'archivage fiscal, on peut aller jusqu'à 10 ans avec l'archivage légal. Vous avez un système de détection de fraude si vous le souhaitez également, un système qui permet de remettre la valeur probante sur des documents qui ne le sont pas, d'avoir la possibilité de consulter, de piloter votre activité en temps réel, vous savez exactement où se trouve une facture, dans les mains de qui, à quelle étape. Vous avez la possibilité également d'optimiser à travers les statistiques. Vous savez à combien vous êtes d'automatisation, combien de documents sont en cours de traitement, combien vous avez géré de dépenses et de documents sur telle date, sur tel fournisseur, sur telle organisation. Et puis sécurité, puisque tout va être archivé sur un coffre-fort électronique et vous allez vous connecter avec des identifiants qui vont sécuriser évidemment les déclenchements de paiement ou de validation de vos factures. Donc, ces briques technologiques qui existent aujourd'hui, tout ce que je vais vous montrer qui existe aujourd'hui, qui vous permet déjà d'avoir un gain de temps avant même la PDP et le portail public de facturation, c'est évidemment transposable à l'ère de la facturation électronique, puisque évidemment, c'est pas parce que je reçois la facture en flux électronique que je vais pas traiter et valider. Et on va pas imaginer, enfin je vous conseille pas en tout cas, de réimprimer le document que vous avez reçu en électronique pour pouvoir le faire valider ensuite au valideur qui donne son accord. Puis vous connectez au PPF une fois que vous avez eu l'accord sur la validation papier pour dire sur le portail public de facturation, OK, ici on a donné l'autorisation de paiement, ici on l'a mis en litige. Donc évidemment, il vous faut un outil qui puisse être capable de gérer les statuts et de valider, refuser, mettre en paiement une facture que ce soit transmis à l'État. Parce qu'on ne va pas imaginer retravailler comme on pouvait le faire aujourd'hui avec des documents papier. Avoir une capture omnicanal pour gérer la transition, comme je le disais, avec les flux hybrides qui vont perdurer jusqu'en 2026. Avoir un traitement automatisé des documents électroniques, parce que c'est pas parce qu'en France, effectivement, on va avoir des formats type EDI, UBL, etc., qui vont pouvoir être récupérés ou émis vers la plateforme publique de facturation qu'on va pouvoir le faire avec les factures étrangères. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un fournisseur à l'étranger qui vous envoie encore des factures papier, aux États-Unis, ils le feront encore beaucoup, pour votre achat, eh bien, il faudra pouvoir le scanner dans votre outil et le traiter de manière à avoir un circuit de validation et pouvoir créer ensuite un e-reporting. Donc, il faudra pouvoir continuer à traiter des flux qui ne sont pas forcément des flux normés, qui peuvent être des PDF simples, qui peut être une facture papier scannée, qui peut être un JPEG également, parce qu'il y a parfois des fournisseurs qui peuvent envoyer un JPEG ou un TIFF. Donc ça vous permettra effectivement de pouvoir gérer tous ces flux de factures qui vont cohabiter et coexister et qui n'ont pas effectivement lieu à être modifiés. Les contrôles de données également, donc c'est pouvoir valider que ça correspond bien en termes de règles de validation, que les contrôles obligatoires
imposés par l'administration puissent être faits de manière automatisée sans que vous ayez à le faire vous manuellement. Les contrôles de doublons également, être sûr que vous avez pas reçu la facture en double. Donc ça vaut aussi pour les factures étrangères pour éviter de payer 2 fois la facture si vous la recevez à la fois par voie postale et à la fois par email. Et puis, l'interopérabilité simplifie également le fait de pouvoir se connecter facilement entre vos différents outils, que ce soit Sage par rapport à l'imputation comptable, à l'écriture, que ce soit sur un outil d'approvisionnement métier, de manière à pouvoir faciliter la complexité du futur paysage puisqu'on va fonctionner avec de multi-outils et ces multi-outils vont devoir transmettre les informations qu'on va devoir ensuite centraliser. Donc, Use va pouvoir effectivement vous permettre de réaliser, de simplifier ces opérations. Donc, le positionnement de Use, évidemment, c'est d'être une PDP immatriculée d'émission et réception au démarrage de la nouvelle loi, donc en juillet 2024. On sera une solution, effectivement, qui va permettre de vous simplifier la mise en relation des entreprises, quel que soit votre rôle, que vous soyez client ou fournisseur ou les deux, avec un espace collaboratif aux espaces déjà existants dans Use. Vous aurez une solution unique, donc tout ça je l'ai déjà dit, mais vous le retrouverez dans le support, donc c'est un petit résumé de ce qu'on a vu. Une solution unique qui va prendre l'extraction des données de facturation et de paiement, le transmettre à la plateforme publique, ce qui va vous permettre d'avoir une garantie de conformité à la fois en tant que fournisseur et client, et puis l'opportunité également de proposer de nouveaux services à valeur ajoutée qui va permettre de servir les deux parties. On va pouvoir générer des factures électroniques, mais ça, Sage devrait être en mesure de le faire si vous êtes sur Sage. Vous avez la mise à jour du statut des factures, le paiement qui va pouvoir se faire directement depuis Use également. Si jamais vous n'êtes pas interconnecté avec Sage, je vous parlais d'un fichier SEPA. Ce fichier SEPA à terme sera remplacé par des outils de paiement directement dans Use, c'est-à-dire que Use pourra émettre le paiement pour votre fournisseur. Un forum de communication client-fournisseur, vous pourrez interagir directement depuis l'outil Use et donc avoir une messagerie collaborative, des relances de règlement client si vous êtes dans la position du fournisseur, un contrôle de la pérennité fournisseur avec du sourcing et vous allez pouvoir effectivement valider le fait que votre client ou votre fournisseur plutôt est fiable. Et puis, le contrôle de la solvabilité client, également le targeting, pareil si vous êtes dans le rôle de fournisseur. Donc voilà tout ce qui est effectivement attendu avec une communauté effectivement, que je l'avais dit en introduction, de 3000 acheteurs qui sont aussi des fournisseurs. Donc, je parle de 3000 acheteurs parce que sur la version entreprise, on a 3000 clients et on a 1000 clients cabinet d'expertise comptable. Donc, on est sur 3000 acheteurs sur la version entreprise et on a 1 million de fournisseurs dans notre base, qui est une base mutualisée entre tous les utilisateurs de Use, qui sont aussi également des acheteurs. Donc, on a déjà de référencés énormément de fournisseurs avec qui vous allez pouvoir travailler, qui sont déjà pré-renseignés dans l'outil. Voilà pour les explications. Alors, je vois qu'il y a des questions, enfin une question précisément sur la fourchette de tarifs qui est demandée par Aurélie. Dans la fourchette de tarifs, pour vous donner un ordre d'idée, ça ne va pas être très parlant parce qu'il faut intégrer dans cette fourchette de tarifs parfois de la prestation. Il faut que je paramètre Sage d'une certaine manière pour que Sage émette les informations dont Use a besoin. Use va émettre des informations. Il y a un échange qui se fait. Nous, on contrôle, on met en place ces échanges, on contrôle éventuellement avec la partie intégration. Et donc, ça a une petite prestation de quelques jours. Donc, si je parle de l'abonnement nu, généralement, l'abonnement démarre à 99 € pour 100 factures et va être dégressif. Donc, pour 1000 factures, on va être à 649 €, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça, parce que je l'ai vu hier. J'ai fait un comparatif également. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas beaucoup de volume de factures, vous allez payer votre abonnement moins cher. Donc, ça permet aux petites entreprises de dématérialiser avec un petit budget. Si vous êtes une grosse entreprise, ça va vous coûter plus cher, mais ça va être moins cher au document. Donc, quand vous allez avoir beaucoup de volume de documents, l'idée, c'est d'avoir un ROI au document qui soit plus intéressant pour les gros volumes. Et donc, vous allez être à 65 centimes au lieu de 1 € sur le document classique. Et puis, vous avez une formule qui est la formule P2P, depuis la demande d'achat jusqu'au paiement de la facture. Donc, la formule à 99 € dont je vous parlais, c'est une formule qui va couvrir toutes les factures de frais généraux ou les factures hors process commande. Alors, vous pouvez mettre les factures commandes dedans, mais elles ne seront juste pas rapprochées. Donc, ça peut suffire dans votre usage. Ou alors, j'ai le P2P qui, lui, démarre à 139 €, si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas envie de vous dire des bêtises. Alors, je vais juste peut-être afficher 30 secondes la grille tarifaire. On a tout petit peu de temps encore. Il est 10h24. On a quelques minutes. Voilà, si je vais… Alors, tellement l'habitude d'aller sur mon application Use que j'ai tapé l'adresse de Use. Voilà, je vais la voir rapidement parce que je l'ai présenté hier également sur une démo produit. Hop, et nos prix n'ont pas changé depuis plusieurs années. Donc,
du coup, voilà, sur l'offre que je vous disais, à 99 €, donc on est bien à 649 €, ma mémoire est bonne pour 1000 documents. Et c'est sur l'offre tout compris, la P2P, où j'avais un doute, voilà, c'est 134. Le prix est moins rond, c'est 134 €, après avec des add-ons que vous pouvez rajouter. Et sur 1000 documents, on a 876 €. Voilà. Et après, vous avez une édition qui est uniquement pour la demande d'achat. Donc, si vous voulez juste gérer des demandes d'achat dans Use pour éditer un bon de commande et l'envoyer à votre fournisseur, c'est cette édition-là, mais en général, elle n'est pas assez complète à mon sens. Celle avec laquelle on démarre souvent, c'est l'invoice process qui peut se transformer ensuite en P2P process. Vous pouvez tout à fait démarrer sans la partie rapprochement facture sur commande et la mettre en place ensuite. Ça, c'est faisable également. Voilà, donc là, vous avez effectivement toute la tarification. Sur cette tarification, il faut juste rajouter éventuellement de la prestation de quelques jours. Votre projet démarre rapidement. En général, le projet démarre sous quelques jours à quelques semaines, suivant la complexité ou ce qu'il y a à mettre en place. Il y a des clients qui démarrent en quelques jours quand ils utilisent la solution telle qu'elle. Et s'il y a des petites adaptations sur certains paramétrages parce que vous avez un usage particulier, en général, on rajoute quelques jours. Et c'est les tests en général qui font que on va sur des semaines. Mais on est loin des mois ou des années que pouvait être la mise en place de solutions on-premise. Voilà, c'était pour vous donner un ordre d'idée. Bien entendu, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à demander une démo privée, juste pour vous faire une petite idée, parce que j'ai commencé à taper tout à l'heure et du coup, vous allez peut-être me le demander. Alors oui, c'est vrai que j'ai changé de mot de passe entre-temps. Je vais juste vous montrer l'interface, juste pour que vous compreniez, mais je crois qu'il ne veut plus. Ah, alors il ne veut plus me connecter. Bon, ouais, j'ai changé de mot de passe hier et je pense que ça fonctionne plus aujourd'hui. Et j'ai un doute sur ce que j'ai mis comme mot de passe. Donc vous voyez, si vous n'avez pas de mot de passe, vous ne pouvez pas vous connecter. Hein. Donc ça, c'est l'idée. Normalement, ils sont tous enregistrés. Donc n'hésitez pas à demander une démo. On avait convenu avec Patrick de ne pas faire de démo parce qu'en termes de temps, on était trop léger. Enfin, on était trop léger. C'était pas possible de tout caler. Donc, si vous avez besoin d'une démo, n'hésitez pas à en faire la demande et vous aurez à ce moment-là vous aurez un consultant qui vous contactera pour faire sa démonstration privée. Voilà. Donc, désolé, mais voilà, de toute façon, ce n'était pas prévu. Donc, Patrick sera content parce qu'on avait bien dit qu'on ne faisait pas de démo et comme j'ai tendance un petit peu à déborder, Grégory, ouais, il va répondre à vos questions. ouais. J'espère que ça répond à votre question, en tout cas Aurélie, sur la fourchette prix. Mais retenez, voilà, pour démarrer, c'est vraiment pas cher. Et on a beaucoup de grandes entreprises qui ont choisi Use, du coup. Pourquoi? Parce que c'est facile à mettre en place. C'est beaucoup moins cher que des solutions parfois on-premise, mais c'est surtout beaucoup plus flexible et agile. C'est-à-dire que la majorité des grandes entreprises qui ont pris du retard, par exemple, veulent démarrer tout de suite et Use permet de faire ça. Et pour les petites entreprises, c'est pareil de démarrer avec très peu de mise en place. Hein. Vous avez vu, il y a déjà des connecteurs qui existent. Donc, on a le format. C'est juste quelques paramétrages. Il n'y a pas de développement vraiment réellement spécifique à faire. Et donc, ça permet de démarrer très rapidement à ce niveau-là. Donc, voilà, il n'y a plus d'a priori à avoir, en tout cas, sur le côté des maths, où parfois on pouvait se dire c'est long, c'est fastidieux à mettre en place ou c'est cher. C'est vraiment plus le cas. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, j'ai l'œil sur. Alors moi j'en ai des questions que toi tu ne vois pas. Tu m'entends, Grégory? Si tout est clair, n'hésitez pas à m'indiquer que c'était clair également et puis on clôturera à ce moment-là cette session. Grégory, tu m'entends? Je laisserai le mot de la fin peut-être à Patrick pour clôturer. Ouais, Franck, Grégory, t'entends pas, je pense. Franck, tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Grégory, tu nous entends? Alors moi, je vous entends également. J'ai réussi à ouvrir. Je vais lui faire passer le message. Donc je vous le montre juste rapidement. Grégory, est-ce que tu nous entends? Alors Cyril, vous me dites facturation à la ligne. Alors, ce n'est pas une facturation à la ligne, c'est une facturation au nombre de factures traitées, quel que soit le nombre de pages. Donc, si vous traitez par exemple 100 factures par mois, ça va être 99 € par mois si on prend le package moyen. Si vous êtes sur des factures qui font 5-10 pages, ça compte un document, une facture. Donc voilà, c'est juste le nombre de factures que vous allez traiter par mois. Donc faites votre calcul. Si vous avez votre volume à l'année, vous divisez par 12 à peu près, et vous avez votre volume mensuel. Voilà, juste le tableau de bord pour vous montrer. Voilà, et après on fera une démo privée si vous le souhaitez. Mais ça vous permet de voir le nombre de documents qui ont été reçus automatiquement. Vous voyez, 32 documents, 26 ont été complétés par l'outil. J'ai 0 document en retard, puisqu'on peut voir si on est en retard sur le traitement des documents. Donc ça, c'est pratique également. Si j'ai des documents bloqués, que j'ai bloqué moi, je le vois ici. Si quelqu'un, dans son traitement, a bloqué un document, je le vois également. J'ai une zone de suivi
voyez ici, et que je vois sur Montpellier que la facture d'achat d'elle a été bloquée par le responsable informatique. Et si j'ai les droits d'accès, je peux rentrer sur la facture et voir pourquoi elle a été mise en litige, erreur de marchandise. Donc ça va vous permettre de suivre les statuts, l'envoyer à l'administration et de résoudre les litiges également plus facilement à travers une plateforme collaborative. Voilà, c'était pour vous le montrer et que vous ayez une vision quand même graphique. Et vous voyez que l'interface est très conviviale, hein, elle est vraiment facile à prendre en main. Donc, vous pourrez vous en rendre compte à travers une démonstration si vous le souhaitez. Vous pouvez même tester l'outil si vous le souhaitez sur une quinzaine de jours. On peut vous ouvrir un accès et si vous le souhaitez, vous faites votre propre opinion en utilisant l'outil parce qu'on est relativement convaincu que vous allez l'adopter rapidement. Alors, en effet, il me semble que Grégory n'entend pas nos questions. Voilà, de mon côté, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Messieurs, dames, Patrick, tu veux clôturer cette session? Vous répondre. Je vais récupérer les questions par chat, Franck, et vous pouvez me les envoyer par mail. Et messieurs, dames, on vous répondra à vos questions par mail ou par retour. Voilà, vous inquiétez pas. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi il ne nous entend pas. Ah oui, c'est bon, je vous entends maintenant. Je vous entends, c'est bon. Grégory, c'est bon, impeccable. Je voulais vous expliquer, j'avais des notifications de Teams qui n'arrêtaient pas d'apparaître, donc j'ai baissé le son de mon PC, mais en baissant le son de mon ordi, ça a baissé votre son aussi, et je ne vous entendais pas, je suis désolé. Bon, alors Grégory, moi j'ai d'autres questions que toi tu ne vois pas. Alors, on me pose la question, peut-on voir la facture scannée à partir de la compta? Oui, tout à fait. On peut envoyer effectivement la pièce avec l'écriture. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, aller sur votre ligne d'écriture dans Sage ou dans un autre ERP, mais on parle aujourd'hui de Sage, vous allez pouvoir visualiser la facture associée à l'écriture. Donc évidemment, ça va faciliter les travaux de révision. Tout à fait. Puisque là, on parle de TVA, mais il faudra bien quand même faire une comptabilité sur l'ensemble de vos factures également. J'en ai encore. À partir de 2024, les factures vont être stockées sur des plateformes. Est-ce que je vais devoir me connecter sur chaque plateforme pour télécharger mes factures? Sur chaque plateforme, tu parles de toutes les factures fournisseurs. Est-ce que je vais devoir à chaque fois me connecter pour télécharger chaque facture? Très bonne question. Oui, alors ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous allez sur la PPF, effectivement, sur la PPF, vous allez être obligé de vous connecter à chaque fois pour récupérer vos factures. Un peu comme les espaces fournisseurs qu'on connaît sur Bouygues, Orange, SFR, à chaque fois, je suis obligé de me connecter pour récupérer ma facture. Donc, c'est hyper fastidieux. Vous imaginez sur le nombre de fournisseurs avec qui vous travaillez. Donc, ça veut dire que la PDP, l'intérêt, c'est qu'elle va se connecter à votre place, un petit peu comme un robot. Et dès qu'il y a une facture disponible, elle va le déposer dans le portail Use qu'on a vu tout à l'heure, dans le tableau de bord, et vous allez pouvoir la traiter. Vous n'avez pas besoin, vous, de vous connecter à chaque fois pour vérifier s'il y a une facture. L'outil le fait de manière immédiate et vous avez vos factures en temps réel. D'accord. Une autre question, je gère plusieurs sociétés en comptabilité, je scanne toutes mes factures. Comment imputer ces factures de manière automatique sur les différentes sociétés? Alors, si vous avez plusieurs sociétés, on peut utiliser effectivement des clés de ventilation. Donc, c'est des clés de répartition. Donc, il y a deux possibilités. Soit on envoie la clé de répartition dans Sage et la répartition, la ventilation, l'explosion de la ventilation a été faite dans Sage et ça va se répartir sur les différents établissements. À terme, ce sera natif dans Use, donc je pourrais avoir la répartition qui se fait automatiquement dans l'outil et une répartition qui sera envoyée également dans Sage, sans que Sage ait à créer cette répartition. En général, c'est quand même traité dans l'ERP le plus souvent. Donc, nous, on récupère ces clés de répartition et vous pouvez les utiliser ensuite pour ventiler. Sinon, il est possible également d'envoyer une facture sur différentes organisations et de la ventiler différemment. Je vois qu'il y a une question de plus de la part de Cyril. Le but de l'administration est-il de vérifier également les délais de paiement? Alors, cette question est intéressante. Je vois un petit peu l'idée. Alors, je vais vous donner deux angles de réponse. Le premier angle, oui, l'administration va, alors pas vérifier, mais visualiser les délais de paiement. C'est-à-dire que ça va permettre quoi? Ça permet de tirer des stats. Est-ce que les clients en France payent correctement leurs fournisseurs? Est-ce que sur le secteur d'activité, les fournisseurs sont bien payés? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est plutôt de voir si ça se passe de manière fluide. Alors, évidemment, il y a la loi LME avec les délais de paiement à 45 jours. Ce que pourra plus faire un client, c'est dire j'ai jamais reçu votre facture, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas payé dans les temps. Ce sera vérifiable. L'administration n'aura pas, si vous voulez, va pas vous appliquer des pénalités à vous directement, mais si votre fournisseur vous facture effectivement des frais de pénalité, vous ne pourrez pas les contredire.
Ben, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je pense qu'il faudrait conclure. Oui, merci à tous et à tous d'avoir participé à ce premier séminaire. Je voulais dire en conclusion que c'était le premier épisode, un peu comme une série Netflix. Vous avez bien compris que l'encre n'est pas sèche encore, que ce que vous devez retenir, parce qu'au travers d'un séminaire, on ne peut pas tout retenir, donc rassurez-vous, on vous enverra le support et le replay. Mais en guise de conclusion, ce que je voulais, c'était vous avertir, vous alerter dès maintenant, un petit peu comme je l'avais fait à l'époque de l'euro ou avec la DSN, puisque vous avez bien compris que il faut absolument que votre ERP soit connecté, bien sûr, ce qui est le cas, mais à Internet. Sans Internet, bien sûr, point de salut. Qu'il va falloir, un petit peu comme la paye aussi, eh ben, télédéclarer vos factures, si je peux résumer un peu le process, aussi bien dans des flux entrants que dans des flux sortants. Donc moi, je vous invite à nommer dès maintenant, comme je l'ai dit en introduction, un référent. Nous, chez Gexcel, on est en capacité aussi avec le BI, pour ceux qui ne l'ont pas, d'aller vous mapper les zones qui n'ont pas été renseignées dans Sage, qui seront des zones obligatoires. Je ne sais pas si tu l'as dit, Grégory, il y a 15 € de frais de pénalité si la facture est pas, ne respecte Et non, je pas ne l'ai pas le dit. cahier des charges. Donc voilà, Merci de le donc 15 préciser. €, je vous laisse faire le coût de la multiplication de coûts que peut représenter les erreurs. Donc, il vaut mieux anticiper que subir. Donc, anticipons ensemble. Grégory, je te donne la parole pour conclure aussi. Et suite au prochain épisode, si je peux résumer la série. Bah, exactement, hein, tout à fait, Patrick. Merci déjà pour ces quelques précisions, effectivement. Et comme tu l'as dit, l'encre n'est pas sèche, c'est une très belle image, j'adore. Et effectivement, ça va bouger encore un petit peu, hein. Il y a beaucoup de réunions, d'ateliers qui sont réalisés avec la DGFiP, avec la FNFE. D'ailleurs, aujourd'hui sur Paris, il y a un forum de la facturation électronique. Le 7 avril, on a un atelier avec l'administration également pour continuer les échanges. Notamment, il y a des pourparlers sur les notions d'archivage avec du cloud souverain, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment sur des périmètres techniques encore où on discute beaucoup. Donc, c'est pour ça que ça peut changer. Et puis ensuite, sur les modalités également, on parlait de frais, etc. Donc, tout ça également peut aussi évoluer. Donc, on parlait par rapport au délai de paiement. Donc ça peut être des choses aussi qui vont être contractualisées par la suite. Donc, restez bien à l'écoute et on vous donnera effectivement les dernières informations dès qu'on les a. Mais ça peut bouger voilà, d'ici 2024 en tout cas. Ok, merci. Merci à tous. On va clôturer. Franck, tu peux stopper l'enregistrement. Et en tout cas, on espère vous revoir très vite. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez des présentations personnalisées sur cet outil qui est déjà, bien sûr, disponible. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye.